Bon, étape suivante. Ça va être... Donc là, on va passer aux choses sérieuses. La télé. Bah, la télé, c'est quand même un demi-hall au CES, les écrans de toute taille. Alors, les constructeurs de télé, bah, ils essayent de vendre des télés. Bon, le problème, c'est que les télés, ça se vend un peu moins, le marché est saturé. Donc, ils essayent d'inventer des solutions pour vendre des télés plus grandes, plus chères, plus performantes. Et entre autres, depuis 2-3 ans, ils essaient de pousser des télés 8K. Donc, c'est 4 fois plus de pixels que les télés 4K, qui elles-mêmes ont 4 fois plus de pixels que les télés Full HD. Donc, je vous montrais la pub de Samsung, là, encore eux d'ailleurs. Ils sont envahissants. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Bon, j'arrête au milieu. Roberto, il est là? Roberto? Non. Non, parce que je crois que c'est quelqu'un de Samsung qui est là d'habitude. C'est juste pour faire un clin d'œil. Alors, en fait, cette télé 8K de Samsung, elle a une caractéristique, c'est qu'elle n'a pas de bord. C'est 2 mm, donc c'est des télés sans bord. Donc, comment on reconnaît une télé sans bord? Bah, on regarde le pied. Il paraît que c'est comme ça qu'on fait. En fait, les télés augmentent de taille régulièrement. Tous les ans, je mets à jour ce slide-là. L'année dernière, les télés vendues aux États-Unis étaient de 48 pouces en moyenne. En France, c'est beaucoup moins. Je suis de l'ordre de 40 pouces. Je n'ai pas les derniers chiffres de GFK. Et dans 2 ans, bah, ça sera 50 pouces. Ça veut dire que la moitié des gens achètent des télés qui font plus que 50 pouces. C'est beaucoup. C'en est à tel point où les constructeurs essayent de pousser l'achat de télés de taille absolument dingue et qu'on voit sur le salon. Alors, je vous montre ici un comparatif des tailles. En France, donc la moyenne est plutôt par là. Quand on achète une grande télé en France, on est plutôt dans les 50, 55, éventuellement 65 pouces. Et il faut savoir que toutes les télés 8K qui sont poussées par les constructeurs asiatiques, c'est plutôt des télés de 65 à plus que 85 pouces. Donc quand vous êtes à 98 pouces, ça fait 2,50 m de diagonale quand même. C'est quand même pas mal. Donc il faut trouver le mur. Bon, il faut trouver le mur pour le poser, quoi. Bon, il faut avoir la pièce et tout. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que toujours cet affreux Samsung, ils ont inventé un truc marrant, c'est une télé qui se tourne. Elle s'appelle Sero, S-E-R-O. C'est une télé rotative. Alors, vous savez, ça sert à quoi? Ça sert aux psychopathes, souvent milléniums, qui prennent des photos comme ça et des films comme ça, et ils veulent le montrer sur la télé. Donc, en fait, le principe, c'est que votre téléphone, si possible Samsung, Android, Galaxy, vous voulez montrer la vidéo, vous faites play, et ça l'envoie sur la télé, et ça tourne la télé dans le bon sens. Si vous tournez le téléphone, il va tourner la télé. Alors, il y a un léger bug, qui montre d'ailleurs que les constructeurs de télé sont vraiment très malins, c'est que cette télé, elle fait 43 pouces. Ce qui n'est pas beaucoup. C'est une télé de kéké par rapport au truc qu'on a vu avant, quoi. C'est toute petite télé. Pourquoi? Parce que faire tourner une télé de 98 pouces, c'est un peu compliqué, quoi. Donc en fait, ils ne peuvent pas faire de grandes télés. Donc résultat, c'est une télé pour l'entrée, en fait, dans la maison. C'est pas une télé pour le salon, parce que pour le salon, il faut prendre au moins 65 pouces. Non, mais c'est une télé qui est censée être pour les millennials. Ils veulent que les c'est pour millennials leur rachètent chambre, des alors télés. carrément. Bah oui, donc c'est pour mettre dans la chambre, Non, et c'est pour montrer. Mais en même temps, les gens ne alors, regardent plus la télé. Bon. Qui sont les parents qui vont acheter une télé de 43 pouces tournante pour leurs enfants dans la chambre? Dans la salle, levez le doigt. Soyez honnête, parce qu'il y en a quand même pas mal qui en mettent. Hein? Si soyez honnête, il y en a quand même pas mal qui en mettent encore des télés dans les chambres. Ouais, mais bon, une télé tournante quand même. Mais non, mais en ils B2B, regardent ça aura plus du la sens. télé. En B2B, ça aura du sens. Ils regardent plus la Ouais, télé. ok. Bon, que je suis ou pas d'ailleurs, mais bon. Non, mais bref. ça ramènera pas les millennials. Alors, sur le autre marché. truc qui était très présent sur le salon, c'est vraiment la technologie, c'est que tous les constructeurs poussaient une techno dont j'ai déjà parlé l'année dernière qui s'appelle les écrans micro-LED. C'est des écrans qui ont une caractéristique, c'est en gros, c'est le meilleur du LCD, le meilleur de l'OLED, c'est très lumineux, c'est des LED émissives, rouge, vert, bleu, qui permettent de faire une image extraordinaire avec des ratios de contraste, de luminosité qui sont le best in class aujourd'hui du marché. Bon, le seul détail, c'est que ça coûte les yeux de la tête à fabriquer, parce qu'en fait, c'est des robots qui doivent déplacer des LED une par une sur un substrat. C'est très compliqué à fabriquer, ça coûte très cher. En tout cas, c'était présenté par tous les constructeurs. Et d'ailleurs, je crois que cette année, encore Samsung, mais aussi LG et d'autres, ont présenté le plus grand écran qui était montré dans un salon. Je crois que c'était 292 pouces, ça veut dire 7,44 m. C'est pas mal comme diagonale. En fait, c'est des dalles assemblées, on peut en faire 40 mètres par 20 mètres. C'est Samsung qui avait The Wall. Voilà, ils appellent ça The Wall. Mais ils prétendent que ça permettra de faire des télés à géométrie variable pour la maison. Bon, ça reste de l'affichage professionnel pour faire de très grands écrans comme ça, qu'on met dans les stades, dans les retailers, dans le monde professionnel, avant que ça puisse rentrer dans le domaine du grand public. Alors, dans le domaine du bizarre et du manamana, j'ai reçu en décembre un communiqué de presse d'une société asiatique, je crois, ou peut-être américaine, qui s'appelait Nano AR, qui était couplée à une boîte qui s'appelle Photonics, je ne sais plus quoi, et qui dit on a un truc à présenter au CES qui est absolument extraordinaire,
qui fait de la 3D holographique à 360 degrés. Et là, tu dis, ah, ça a l'air d'arracher, quoi. C'est un truc, est-ce que c'est un guide de lumière particulier? Est-ce que c'est vraiment des hologrammes? Alors, dès que je vois hologramme, 3D, couleur, vidéo, je sais que ça ne marche pas parce que ça n'existe pas. Mais je me dis, ça aiguise l'appétit, quoi. Je vais voir. Leur stand était sur Eureka Park, dans la zone des startups. Je vais voir le stand. Donc je tombe là-dessus. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un projecteur à courte portée ici, qui envoie une image sur un truc translucide. Et là, je lui dis, il se fout de ma gueule quand même, hein, parce que c'est pas de la 3D holographique, c'était juste une image projetée sur un truc plat. C'était même moins bien que Mélenchon en 2017, qui était sur un écran à 45 degrés, en 2D, mais qui donnait l'impression que c'était du 3D. Donc en fait, c'était une escroquerie intellectuelle de la plus grande espèce, quoi. Après, il y avait un autre truc intriguant sur le salon, qui était proposé sur le stand de Delta Airlines, qui essayait de montrer qu'ils faisaient de l'innovation ouverte avec des startups et tout, et qui était fait avec une boîte qui s'appelle Miss Applied Science. Et plutôt que parler, je vous montrer ce que c'est avec une vidéo. Vous allez voir. So the first room was basically a demonstration of how the technology worked. I was stood in front of a statue of the Eiffel Tower, and from where I was standing, I could see Paris. We're then invited to swap with our 3 other partners, 4 total people in the room, so that we could see what each other person was seeing based on their position in the room. And as of yet, we still have not scanned in our personal tickets, so we're just seeing a demonstration of how the technology works in this room. As I move over to the left, I go to Tokyo, continue on over to Mexico, and then I'm able to go back across to the other side and see the other cities. We were then invited to walk to the front of the room and take a look at how the positional system works, or at least visually depicted. What they had was a set of mirrors up in the back of the room, and the mirrors depict essentially the positions of what 12 people would be standing around and what their each individual view of the screen that they're looking at would look like. And as you can see that the countries are represented along with the statues that would be standing. Donc le principe, c'est qu'avec les miroirs, ils montraient ce que 12 personnes différentes voient, et nous-mêmes, on voit les 12 images différentes. Alors le problème, c'est que dans le pitch de la startup, pendant le keynote de Delta, pendant le salon, le mec, il dit, nous, on est capable d'afficher des milliers d'images différentes, à des milliers de personnes qu'on repère comme ça dans une salle ou dans un aéroport. Et là, je me dis, encore une fois, il se fout de ma gueule. Parce que je me dis, je connais les réseaux lenticulaires d'Allioscopie, qui est une boîte française qui est spécialiste de ça depuis très longtemps. Je savais qu'Allioscopie était capable de faire ça lors de 8 à 16 images différentes. Alors en stéréoscopie, c'était 8 paires d'images. Ils sont connus, hein, ça fait plus de 10 ans qu'ils existent. Et là, je me dis, c'est probablement une variante de réseau lenticulaire, mais un peu particulière. Mais alors, plusieurs milliers de personnes différentes, je me dis, comment ils font? Alors j'ai cherché dans la presse américaine. Comme d'habitude, quand il y a un truc sensationnel, tout le monde le reprend sans critique, sans rien, sans recherche. Et j'ai eu la chance de tomber sur un blog, obscur blog américain, qui dit oui, en fait, les gars de Miss Applied Science, qui sont des anciens de Microsoft, et d'une autre boîte, et ils ont en fait créé la boîte déjà il y a quelques années, et ils ont déposé des brevets. Donc je me suis dit, je vais aller choper les brevets. Donc je vais récupérer les brevets, j'en trouve 10. Et ça, c'est ce qu'il y avait sur leur site. Alors ça, c'est le genre de pipeau marketing que j'aime bien. Ça explique comment ça marche. Ça, c'est le site web de la société. Il dit, voilà, pixel normal, ça envoie la lumière partout. Et là, nous, on envoie des millions de rayons dans tous les sens, de toutes les couleurs. Alors quand vous voyez ça et que vous êtes ingénieur, vous dites, OK, mais explique un peu, quoi, parce que c'est pas assez pour comprendre comment ça marche. Donc le brevet, ben, j'en ai trouvé 10, et dans les 10, j'ai trouvé des images. Parce que moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas spécialiste de propriété industrielle, mais quand on lit un brevet sur un procédé comme ça, c'est incompréhensible. Parce qu'il y a des références dans tous les sens, il y a des références à des figures, c'est fait exprès pour qu'on ne comprenne rien, en fait. Mais par contre, si jamais vous le copiez, ils vont vous emmerder. Et en fait, j'ai découvert que c'était un réseau lenticulaire. Sauf qu'au lieu d'avoir un réseau lenticulaire avec des barres, c'est des réseaux lenticulaires avec des lentilles circulaires. Et donc, chaque lentille, c'est les petits ronds qu'on voit là, ils sont éclairés par des matrices qui font 16 par 16 pixels, et qui envoient donc pour chaque pixel une couleur dans une direction différente. Parce qu'en fonction de là où elle va sur la lentille, qui est une lentille de Fresnel qui est posée sur le bloc de pixels. Conséquence de ça, c'est qu'en fait, chaque lentille va être capable d'envoyer de la lumière dans 256 directions différentes. Donc j'en ai déduit qu'a priori, raconter qu'il y aura des milliers d'images différentes, c'est pas forcément vrai.
Alors par contre, ils ont un 7e brevet dans les disques que j'ai regardé, et là, ils ont rajouté des filtres polarisants de couleurs qui permettent de multiplexer en gros le système, et au lieu d'avoir 256 combinaisons, ça permet de les multiplier par 3 ou 4. Donc on n'est pas loin du millier en théorie. Sauf que c'est le millier en 2D, c'est X, Y. Quand vous avez une foule devant vous, ça bouge qu'en X, mais pas en Y. Donc en fait, leur truc est peut-être un peu survendu. Et c'est une techno qui existe depuis longtemps, mais qui a été mise à jour avec cette partie-là dans les brevets. Donc en fait, je n'ai pas obtenu la réponse complète dans ma quête de vérité, disons, de cette technologie, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est quand on creuse, on peut trouver de l'information, on peut exercer son esprit critique d'ingénieur, et c'est utile pour éviter de se faire en papaouter. Néanmoins, toi, tu penses que c'est intéressant, et alors surtout, là, je vous ai juste raconté la moitié de l'histoire. Je vous ai dit, voilà, ça permet d'envoyer des images différentes, et comment ça marche pour envoyer l'image. La question, c'est comment on est repéré. Comment le voyageur dans l'aéroport, il est repéré. Alors bon, je ne suis pas aussi négatif que toi, parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu, parce qu'ils vont le tester notamment non, mais qu'il y a un enjeu, c'est à clair. Détroit. Ouais. Non, c'est-à-dire que potentiellement, ça va fonctionner, parce qu'ils vont le faire tester à Détroit, donc on verra ce que ça donne. En fait, la technique, elle est simple. J'ai mon billet d'avion, je passe, et au-dessus de moi, il y a une caméra. C'est cette caméra-là. À ce moment-là, elle va différencier entre ton front, enfin ton crâne et le mien, et les vêtements. Et à ce moment-là, lorsque par exemple il y a une autre caméra de ce type-là qui va me voir dans l'aéroport, elle va pouvoir me repérer. Deuxième chose, je vais avoir un écran face à moi. Et cet écran-là, avec les systèmes de lentilles, va savoir que c'est moi. Et comme il a mes informations sur mon billet d'avion, donc il sait, c'est pour ça qu'on marque Carbonel, il va savoir que c'est moi. Il va pouvoir aussi savoir où est-ce que je vais, les différentes indications. Et je vais uniquement voir mes informations grâce au système quotidien. C'est la fonction, ok. Ouais. Et il le repère, en fait, c'est simplement un système de caméra, au lieu d'avoir une caméra avec reconnaissance faciale, c'est un système de caméra qui est par-dessus. Et en revanche, en tout cas, l'expérience que j'ai, c'est que lorsqu'on bouge, il te suit bien. Et c'est ça qui est assez bluffant, parce que quand on voit son truc, on se dit, mais attends, la personne qui est à côté, elle voit. Et moi, je l'ai testé, et non. Mais il y a quand personne autour de toi, c'est ça la question. Et non, quand les personnes tournent. Et s'il y a deux personnes qui sont très proches l'une de l'autre, à ce moment-là, c'est un message standard qui est délivré aux deux. Donc ça veut dire qu'ils tiennent compte du fait de la proximité entre personnes. Il y a de moi, je suis l'intelligence beaucoup logicielle moins à certains dans le points. truc. Il y a de l'intelligence logicielle. Ah ouais, non, mais il y a de l'intelligence. Et en fait, il y a une connexion directe entre la caméra qui t'identifie et ensuite l'affichage qui va dire c'est telle personne qui soit à tel endroit. Et à ce moment-là, je vais envoyer tel ou tel type de rayon et ça va donner ceci ou une autre affichage. Bon, juste petit détail, Delta, ils ont une application. Vous chargez l'application et ça vous donne l'info sur le téléphone. Ouais, mais de l'autre côté, ça permet d'éviter. Si par exemple on ne sait plus trop où on est, ça permet de trouver facilement son chemin. Mais bon, c'est ouais, c'est pratique.